Un bon après-midi à toutes et tous. J'espère que tout va bien. Vous m'entendez bien? Affirmatif. Ouais. OK, super, super, parfait. Donc je suis, Géraldine du, Global Nutrition Cluster. Je suis helpdesk pour la coordination des pays francophones et hispanophones. Donc c'est moi qui vais vous co-présenter cet atelier aujourd'hui sur le HNO 2023 et avec moi, je vais laisser, Magnat se présenter, qui va être aussi co-facilitateur aujourd'hui. Oui, bonjour. Moi, c'est Magnat Kavuna. Je fais partie du GNC. Je fais la gestion de l'information et je suis aussi l'un des collègues de l'équipe de réponse rapide. Merci. Voilà, comme on est nombreux aujourd'hui en ligne, malheureusement, on va pas pouvoir se présenter tous individuellement. Donc ce que je vous propose, c'est que vous mettiez, votre nom, votre fonction et votre pays d'affectation dans le chat, pour vous présenter entre vous et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder un maximum de temps pour la session de questions-réponses, comme ça on pourra faire, connaissance directement si ça vous va, à la fin de la présentation. D'accord? D'accord. OK, super, parfait. Donc allons-y, commençons. Encore une fois, si vous avez des questions, soit elles sont très courtes et très concrètes sur un endroit où, vous avez besoin d'un peu plus d'explications parce que c'était pas clair ou un peu plus de temps sur une slide, vous nous le dites. Sinon, après toutes les questions techniques, vous les gardez et on les verra à la fin sur la dernière session. Donc allons-y. Aujourd'hui, ce dont on va parler ensemble, je crois qu'il y a toujours la barre, ouais, excusez-moi. Bon, mystère. On va parler ensemble aujourd'hui, donc de tout ce qui est le processus de HPC, qui est le Humanitarian Programme Cycle, le cycle de programme humanitaire, et de l'analyse intersectorielle des besoins qui est conduite quand on fait l'exercice de HNO-HRP. On va également vous montrer un outil qui a été développé par le Global Nutrition Cluster pour nous aider justement dans ces étapes de HNO pour avoir une évaluation des besoins, de la sévérité et en même temps des personnes dans le besoin. On va aussi rapidement, voir les considérations transversales à en prendre en compte. Même si on sait que les narratifs des HNO sont assez courts, il y a quand même des choses essentielles à toujours systématiquement intégrer dans nos narratifs et ensuite, comme je vous le disais, on aura la partie de questions-réponses à la fin où ça sera, ouvert à tous les participants pour poser les questions et demander les informations supplémentaires. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous ayez une meilleure compréhension de ce cycle de programme humanitaire, de comment s'imbrique un HNO, un HRP, un petit peu le rythme de ces 2 exercices qui sont liés et aussi la méthodologie GIAF que vous avez dû entendre parler parce que je pense que depuis l'année dernière, hein, on en entend parler et je pense que tous les pays maintenant, l'ont vu, pour le HNO. Heu et aussi quelles sont les étapes concrètes du processus, d'analyse des besoins pour la nutrition. En fait, ça se fait en plusieurs étapes et ça découle, du premier tronc commun, en fait, du HNO. On va aussi vous mettre à la fin, une slide où il y aura les contacts des collègues, que vous pouvez approcher pour avoir des conseils individuels, la révision des différentes versions du HNO et cetera. Donc, excusez-moi, j'ai le covid, donc c'est pas complètement simple, mais donc je m'excuse d'avance du nez bouché et de la toux. Voilà, donc notre fameux cycle de programme humanitaire.
Je pense que ça fait plusieurs années, que vous le voyez. C'est un cycle qui passe par l'analyse des besoins, une planification stratégique, une mobilisation de ressources, la mise en œuvre de la réponse, l'évaluation de cette réponse et cetera. Donc ici, quand on regarde le HPC à notre niveau et qu'on est sur l'exercice du HNO-HRP, on va avoir 10 étapes. Alors c'est une slide qui est un peu fournie, mais ces étapes sont décrites, pas à pas, en fait, dans un guide que je vais vous montrer tout à l'heure. La première étape, c'est l'étape clé, qui est une étape de concertation. Elle se fait assez rapidement, il n'y a pas forcément d'écrit, mais c'est une étape, qui va diriger tout l'exercice. C'est convenir de la portée de l'analyse et de la méthode du calcul des coûts, si ça va être un coût par projet, par activité, par bénéficiaire et jusqu'où on va aller avec notre, HNO/HRP, en fait. Parce qu'on peut pas couvrir toutes les crises, tous les besoins, voilà, il y a certaines règles à respecter. La deuxième étape, ça c'est, au niveau pays et en général, chaque cluster et secteur le fait aussi à ce moment-là, c'est l'analyse des données secondaires. Qu'est-ce qu'on a déjà à notre niveau pour, commencer à étoffer cette analyse des besoins? Ensuite, l'étape 3, c'est, heu, planifier et réaliser la collecte de données primaires. Alors ça, l'étape 3, dans l'idéal, c'est partir sur le terrain et faire des enquêtes si le temps le permet. Effectuer l'étape 4, on passe à effectuer une analyse conjointe des besoins intersectoriels. Donc ça, c'est tout un travail qui est dirigé par OCHA pour nous faire, nous tous, tous les secteurs et tous les clusters, travailler ensemble pour analyser le besoin. Donc c'est un peu une grosse machine où chacun va mettre sa phrase, son indicateur, son ajout dans une analyse conjointe, en fait. Et c'est assez important, de lutter pour la place, de la nutrition, mais aussi d'accepter, ces enjeux-là, à ce moment-là, à l'étape 4, qui est donc, une analyse intersectorielle avec tous les enjeux, qu'on peut connaître. L'étape 5, définir la portée du HRP et formuler les objectifs initiaux. Donc ça, pareil, c'est une étape qui va être fait à assez haut niveau, au niveau d'OCHA avec les équipes humanitaires pays et parfois, l'intercluster. Alors vous me direz comment ça se passe dans votre pays. Si vous, les coordinateurs, vous êtes aussi impliqués dans cette étape 5, mais en général, c'est vrai que c'est OCHA et équipe humanitaire pays qui va dire, voilà, le HRP, va viser à répondre jusque-là, avec des objectifs qui vont servir un petit peu de parapluie et où les secteurs vont s'intégrer ensuite en dessous. L'étape 6, c'est effectuer une analyse de la réponse. Donc voir, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qui doit être fait pendant ce HRP. L'étape 7, la formulation des objectifs stratégiques et spécifiques. Donc ça, on l'a tous fait. Je pense qu'à un moment donné, OCHA, le faisait plus, en parallèle et désormais, c'est un processus beaucoup plus consultatif où, pareil, vous nous raconterez, hein, comment c'est dans vos pays, mais où ils mettent les objectifs en ligne et en fait l'intercluster, tous les participants de l'intercluster aident à la formulation de ces objectifs stratégiques et spécifiques. Voilà, il y a le plus de concertation possible dans cette étape 7 aussi. L'étape 8, c'est la formulation des projets et des activités, ainsi que l'estimation des coûts. Donc là, on est vraiment sur les travails de chaque cluster et chaque secteur où là, on va travailler avec, avec les partenaires pour formuler, tous les projets et les activités qui vont venir s'intégrer, dans le HRP au sein de la réponse du cluster nutrition. Ensuite, l'étape 9, c'est effectuer une revue après action.
Et l'étape 10, c'est finaliser et mettre en œuvre le plan de suivi. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on a fait on a, un cercle, on a un cycle de programme humanitaire complet et on est arrivé au bout de l'exercice de HNO-HRP. J'ai l'impression que je perds un tout petit peu, excusez-moi, il y a des petits liens parfois qui sont en bas de page et je les perds un petit peu. Ah non, bon, ma barre d'outils va pas vouloir partir. Donc la chronologie, en général, pour ces fameuses 10 étapes, en juin, il commence à y avoir des concertations sur la portée de l'analyse et l'approche des coûts. Alors c'est très rare, je sais pas, encore une fois, vous nous direz, mais c'est finalement très rare que OCHA arrive à vraiment dire: «OK, ce coup-ci, on part sur des coûts par bénéficiaire ou des coûts par activité ou des coûts par projet». Chaque année, il y a une tentative de donner une indication, mais à la fin, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'en fonction des clusters, on n'a pas les mêmes recommandations pour l'estimation des coûts de la réponse. Juin, juillet, on commence à rentrer dans le vif du sujet du HNO avec l'examen des données secondaires et l'analyse des tendances. Ensuite, dans le même temps, on passe aux données primaires. Ça se fait pareil en juillet-août, donc là vous devez être en plein dedans et ensuite, on va commencer en même temps à faire une analyse conjointe des besoins intersectoriels. Donc c'est là qu'on va commencer à mettre toutes les informations de tous les secteurs ensemble et que OCHA va commencer à compiler ces informations pour pouvoir définir un PIN et un niveau de gravité ou de sévérité. L'étape 5 se fait plutôt autour de août-septembre. L'étape 6, septembre-octobre, à effectuer une analyse des réponses, donc l'opportunité, la pertinence, la faisabilité, heu, toujours articuler des approches, intersectorielles. Parce qu'on est d'accord que faire une réponse en silo, ça marche pas, ni pour nous, ni pour les bénéficiaires et voilà et estimer, l'importance de la population cible. L'étape 7 en octobre, c'est là où on commence à avoir les objectifs stratégiques. Oui? Il y a quelqu'un qui a une question? Ah, je crois que c'est un micro qui est ouvert. Parce qu'en fait, comme je vois plus, l'interface, si jamais vous avez des questions ou s'il y a une main levée, dites-moi parce que je ne vous vois plus, en fait. Donc finaliser les objectifs stratégiques et spécifiques, ça va être en octobre et la formulation des projets et des activités, pour chaque, secteur et cluster, ça va être novembre et pas c'est les partenaires qui vont devoir, proposer des projets à chaque cluster. La revue après action, donc c'est un peu, voir comment s'est passé le processus, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il y a eu des goulots d'étranglement et qu'est-ce qu'on peut répéter pour les années prochaines? Donc ça, c'est, début, de l'année suivante et ensuite finaliser et mettre en œuvre le plan de suivi. C'est une fois que les fonds commencent à arriver et que les activités sont implémentées que là, on commence à avoir, un plan de suivi, bien élaboré, en ligne et que chaque partenaire va venir compléter en général, sur la plateforme. Tout ce que je viens de vous présenter là, on n'a pas pris du temps pour entrer dans le détail, ce sont les 10 étapes du processus. Mais par contre, vous avez un guide, détaillé étape par étape, disponible en français, anglais et espagnol. Et donc vous avez le lien qui est sur cette slide et on va vous partager le PowerPoint à la fin de cette présentation. Donc ça, c'était la structure générale. La chronologie, vous avez vu qui s'étale de juin à quasiment février de l'année d'après avec des étapes bien définies. Donc nous, aujourd'hui, celle dont on va parler qui nous intéresse, c'est l'analyse des besoins, donc le HNO. En gros, qu'est-ce qu'on attend de ce processus? On attend d'identifier très clairement
à travers des analyses basées sur des indicateurs et des chiffres clés, de pouvoir expliquer un contexte, décrire les chocs qui existent en présence, pouvoir expliquer l'impact qu'ont ce mélange de chocs sur le contexte existant, pouvoir définir des zones affectées par la crise, identifier des groupes de population affectés. Suite à ça, classer la sévérité des besoins en fonction des zones et des groupes. Une fois qu'on a la sévérité des besoins, on identifie également les personnes qui sont dans le besoin. Donc là, on va plus en détail que le groupe de population. Là, on parle de bénéficiaires. Et ensuite, calculer les projections des besoins pour toute la réponse. Si vous voulez, vous pouvez prendre en photo cette slide parce qu'en fait, elle va vous servir tout le long de la présentation parce qu'on va revenir pas mal sur ces blocs de contexte, choc et impact. Dans notre HNO, comment il est structuré? Alors, il fait un certain nombre de pages et justement, il y a toute la première partie, qui est quasiment la moitié, qui est sur cette fameuse analyse du contexte, des chocs, heu et de l'impact et tout ça, c'est d'une manière intersectorielle. Ensuite, dans la partie 3 vient l'analyse sectorielle, là où votre secteur, vous allez avoir votre espace avec l'analyse des besoins plus en détail et spécifique. Donc la moitié du HLO, c'est vraiment, une analyse détaillée et basée sur les évidences de l'impact de la crise, des analyses de risques, et de la situation et des besoins. La méthodologie du HNO, comme vous avez vu, elle suit forcément une méthodologie pour arriver à fournir ce genre de document. Alors c'est une grosse usine, hein, ça demande beaucoup de travail, plus de travail que ce que représente le résultat, parce qu'une fois qu'on a le papier, on se dit: «Mais comment est-ce qu'on a pu passer autant d'heures pour arriver là?» Mais en fait, on se rend compte que les heures qu'on passe, c'est pour s'assurer que justement l'analyse, elle est propre, elle est basée sur les évidences et qu'elle prend en compte les besoins de tous les secteurs, qu'il y ait pas un secteur qui soit invisibilisé par rapport à un autre. Donc, afin de nous guider et de nous aider à avancer dans ce processus, comme on disait, qui est quand même assez intense et assez complexe, OCHA et le IASC en fait, hein, l'Interagency Standing Committee, heu, a proposé un Joint Intersectoral Analysis Framework, le GIAF. Donc dans toute la présentation, et je pense même vous au niveau des pays, vous entendez GIAF, donc c'est pour ça que j'ai gardé l'acronyme en anglais, mais en français, c'est le Cadre commun d'analyse intersectorielle. Donc c'est lui qui va nous aider, à mener cette analyse intersectorielle lors de la préparation du HNO et du HRP. En gros, c'est quelque chose qui nous guide sur des indicateurs et des échelles de sévérité préétablis par le IASC et les partenaires. Il est construit autour de 5 piliers et il sert à organiser l'information. Donc, le premier pilier, enfin les 3 piliers contexte, choc et impact, ils aident à définir la portée de l'analyse. Et le pilier conditions humanitaires, il est utile pour estimer le PID. Donc c'est pour ça, c'est une séquence en fait. Vous avez une séquence, de ces 5 piliers pas à pas, d'analyse de la situation. Alors, quand on rentre dans le détail, donc on est désolé, on n'a pas d'exemple, de pays francophones cette année, donc j'espère que le 2023, ça pourra être le cas. Donc là, c'est des exemples de la Somalie sur des narratifs de contexte, choc et impact.
pour bien vous montrer la différence, en fait, qu'il y a entre chaque, pilier. Comme on disait tout à l'heure, la slide que je vous disais que vous pouviez prendre en photo, le contexte, c'est vraiment tout ce qui est politique, économique, démographique, socioculturel, tout ce qui parle de l'environnement, des infrastructures, de la sécurité générale et des conflits qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est notre contexte sur quoi on démarre, en fait. Politique, socioculturelle, démographique, pardon. Ensuite, on a nos chocs, qui est le deuxième pilier. J'ai perdu ma souris, voilà. On a nos chocs, qui est le deuxième pilier de l'approche. Le choc, on se rappelle, ce sont tous les facteurs déterminants des besoins et des risques. Les facteurs sous-jacents, les vulnérabilités préexistantes. Donc, en fait, tout ce qui va pouvoir aggraver une situation. Donc, le contexte, sur quoi on part, le choc, les facteurs déterminants des besoins et des risques et ce qui va aggraver facteurs sous-jacents. Et ensuite, on a notre impact sur l'accès humanitaire, les systèmes, les services et les personnes. Donc, ce sont ces trois piliers qu'on étudie au cours du HNO sur la partie intersectorielle. Donc, quel impact, quelles sont les conséquences sur l'accès humanitaire, les services et les personnes. Et ensuite, on a la partie sectorielle spécifique au secteur, où là, on va pouvoir avoir une partie où on va pouvoir parler en détail de ce qui se passe dans notre secteur et pourquoi est-ce qu'on doit faire une réponse d'urgence aussi pour la nutrition. Est-ce que c'est clair jusque-là? On est bien? C'est bien, on est là, c'est clair. Bon, ça Géraldine, marche. c'est bon. OK, ça marche. Bon, je suis désolée vraiment pour, j'ai l'impression que le son, enfin, avec mon nez bouché, ça fait comme parler dans un scaphandre. Je suis désolée pour ça, mais donc voilà. Donc notre HNO, il va étudier ces différents piliers-là. Quand on rentre un petit peu plus en détail, dans l'analyse contexte, choc, impact, on va parler aussi de la priorisation géographique. Encore une fois, c'est un ensemble d'indicateurs intersectoriels pour identifier les zones les plus touchées par les chocs. La OCHA, normalement, doit faire un travail pour regrouper toutes les analyses de sévérité et toutes les analyses de chaque secteur pour dire, bon, ben, à travers tous les secteurs, les zones les plus touchées sont là, 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 là et là. Il peut y avoir plusieurs crises en même temps, c'est-à-dire que les zones, elles peuvent être affectées par un conflit interne, une catastrophe naturelle ou une apparition de maladie, des afflux de personnes ou quel que soit l'autre choc qui peut apparaître dans un pays, en fait. Donc un HNO, il est pas lié à une crise, mais il est lié à un pays et parfois il peut y avoir malheureusement une accumulation de problèmes dans ce même pays qui va demander, une réponse, à plusieurs angles, si on peut dire ça comme ça. Quand ensuite on passe à l'identification des groupes les plus affectés, de même, on va prendre, une série d'indicateurs pour chaque zone géographique, pour aller identifier quels sont les groupes de population les plus affectés. Donc ça peut être des personnes non déplacées, mais qui sont impactées par la sécheresse. Ça peut être aussi des personnes déplacées en raison de conflits, des réfugiés et des migrants d'un pays voisin, les populations d'accueil ou les rapatriés. Donc ça va être le second volet, une fois qu'on a la zone. Ensuite, il faut arriver à bien identifier
quels sont ces groupes de population. Plus on les identifie correctement à cette étape-là, avec une série d'indicateurs préétablis, mieux on a un pitch général à la fin. Et ensuite, on définit, comme on a vu tout à l'heure, la portée de l'analyse. Donc jusqu'où va aller, à quelle est la zone d'intervention que vise notre Shadow HRP de cette année. Donc c'est là où il faut être assez précis, parce que c'est le moment où on va dire, voilà, comme là pour la Somalie, 74 districts. Voilà. Le reste ne fera pas partie du HRP. Donc ça peut avoir des conséquences, comme vous le savez bien, de financement et d'intervention et d'aide aux bénéficiaires. On a vu maintenant tous ces blocs de contexte, choc et impact. Et maintenant, il nous reste à parler des conditions humanitaires, qui est le pilier suivant, avec les personnes dans le besoin et la sévérité des besoins. Donc on se rappelle, le contexte, c'est tout ce qui est politique, économique, environnement, sécurité, infrastructure. Les chocs, c'est tous les facteurs déterminants des besoins, tous les facteurs sous-jacents et tout type de vulnérabilité qui peuvent exister. L'impact, c'est l'impact que ça a sur l'accès humanitaire, et l'accès aux services et aux personnes. Et ensuite, dans le prochain, dans le prochain paragraphe, on va parler de comment évaluer des personnes dans le besoin et comment établir la sévérité des besoins. Si vous voulez, on peut faire, quelques secondes de break en faisant, un petit exercice. Bagdad, est-ce que tu peux lancer les polls, s'il te plaît? Pour que les gens répondent, on va vous faire une série de questions. Ouais. Attends, Je je vais vais peut-être lancer le Ouais, je vais premier. peut-être arrêter le partage de mon écran pour que ça passe plus facilement. Et donc Ouais. Bagdad va vous lancer un exercice. Donc vous aurez un petit paragraphe à lire et ensuite vous devez répondre aux questions en fonction de ce qu'on vient de voir et les piliers qu'on vient de passer en revue ensemble, qui sont choc, impact, contexte, conditions humanitaires et portée de l'analyse. On vous laisse quelques minutes. Vous voyez le pôle? Ah, je vois, il y a deux réponses. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont accès au pôle? Et puis, faites-nous signe si ça marche bien de votre côté. Ah, ce que j'ai pas précisé, pardon, c'est anonyme, hein, Magnat, tu me confirmes, hein? On peut pas voir qui c'est qui répond en fait, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà, donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Il y a 9 réponses dans 30 secondes. Là, on peut arrêter et puis on va passer à la prochaine question. Oui, super. Il y a toujours un petit délai, hein, je pense, entre là, on voit de la réponse et l'apparition sur l'interface. Parce qu'il y a 18, là, c'est bon.
s'il n'y a pas d'autres réponses, là, je vais arrêter puis je vais lancer le prochain. OK, super. OK. Est-ce que tu as accès après aux réponses pour les partager avec les participants et qu'on débriefe, après les 4 questions? Est-ce Je que pense que ça va être possible. Ouais, je ah vais super, regarder. Ouais. parce que si vous voulez, on discutait avec Magnat, tout à l'heure, si on a le temps, on peut vous montrer rapidement, le résultat et la bonne réponse et échanger pendant 2 minutes si vous voulez. OK. Et puis, je vais lancer le suivant et puis, ouais. Là, on a 14-17 réponses. 30 secondes là, je vais arrêter. Là, 22 réponses. Là, je vais arrêter puis lancer l'autre. Là, on est à 16 réponses. Dans 30 secondes, là, je vais arrêter. Et après, on va lancer la dernière question. Là, on est arrivé à 24 réponses. C'est bien. Et puis là, j'arrête. Puis je vais lancer la dernière question.
19 réponses, 23 réponses. Dans 30 secondes, là, nous allons arrêter. Ce sera la fin. C'est fini. Ok, super. Donc là, l'idéal, Magnat, c'est que tu puisses nous partager les réponses des 4 questions pour qu'on prenne 2 minutes pour débriefer rapidement sur les réponses. Juste un instant. Ça serait super. Là, je pense là, on va voir ça dans le chat, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir les réponses dans le chat, collègues. Oui, c'est bon, Magnat, on voit bien. Attendez juste un instant. Ah oui. Ah oui, elles sont dans le chat. Mmh. Elles sont dans le chat. Donc effectivement, vous avez raison. Pour, pour la première question, c'est effectivement la réponse C qui est choc et impact. Donc, c'est la première question, c'est là où on dit, voilà, les attaques, l'insécurité ont déplacé des millions de personnes, ça a dévasté la production agricole, ça a coupé les services essentiels. Donc là, on est complètement, dans les blocs de choc et impact. Très bien, bravo. Pour la deuxième question, la réponse correcte, et oui, bravo, encore une fois, c'est ça, c'est aucune de ces réponses. Parce qu'en fait, c'est une description de contexte qui est proposée ici. Donc effectivement, la réponse correcte était la dernière, aucune de ces réponses. Parfait. Pour le troisième sondage, la réponse correcte, ah là, c'est un petit peu plus éparpillé au niveau des réponses. Et en fait, pour le troisième, je regarde bien le bon, ouais. Pour le troisième, la réponse, c'était la dernière réponse, la réponse E, qui correspond au A et au B. Donc tous ceux qui ont répondu A, ils ont pas forcément tort, ils ont raison, mais ils ont raison partiellement parce qu'il y avait aussi le B avec le PIN, puisqu'on commence à mentionner, un nombre de personnes dans le besoin et de personnes affectées. Donc effectivement, c'est la réponse A et la réponse B. OK, super. Et le dernier, au niveau des résultats, là aussi, de nouveau, il y avait un petit piège, c'est effectivement les réponses A et les réponses B. Donc tous ceux qui ont répondu soit A, soit B ont raison, mais partiellement. Donc c'est une analyse du bloc, contexte, choc, impact et en plus une définition de la portée de l'analyse. Très bien. Bon, mais je vois que vous avez compris le principe. Tout cet exercice-là, c'est surtout parce que quand on va vous demander de faire des inputs, de faire vos apports dans le HNO, à tous les niveaux, il va falloir être chirurgical et mettre les bonnes phrases au bon endroit. C'est-à-dire on va pas décrire le contexte si on est dans le paragraphe du choc et cetera, en fait. Donc voilà, tout cet exercice, c'est pour éviter les hors-sujets, parce que le HNO, c'est tellement intense qu'en fait, parfois, on se retrouve à avoir son paragraphe coupé juste parce qu'il n'était pas au bon endroit et parce que les gens n'ont pas le temps de le déplacer ou de vous contacter pour vous dire: «Est-ce que vous pouvez corriger?» et cetera, et cetera. Donc l'idée de bien comprendre cette structure-là,
c'est de se dire, voilà, quand moi je vais mettre un ajout dans le HNO, dans l'analyse intersectorielle, je vais ajouter ce qu'il faut au bon endroit et ça sera gardé et ça fera partie de l'analyse à part entière. Donc, on va continuer, si vous voulez bien, garder encore vos questions techniques. Et là, ce coup-ci, on va passer à l'outil d'analyse des besoins en nutrition. Donc là, c'est une présentation technique que va vous faire Magnat, qui va vous montrer l'outil qui a été développé par le GNC, évidemment en totale synergie avec la matrice du GIAF et tous les exercices, enfin toutes les étapes dont on vient de parler. En gros, maintenant, une fois qu'on arrive dans le pilier des conditions humanitaires, on va parler des personnes dans le besoin en fonction de trois états différents, on va dire, les standards de vie, le bien-être physique et mental et les mécanismes de survie. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va classifier, on va aussi parler de la sévérité des besoins. Donc là, je vais vous laisser dans les mains de Magnat qui va vous présenter l'outil développé par le GNC justement pour faire cette analyse nutrition. Oui, merci bien. Des besoins. OK. Vas-y, Est-ce que vous Magnat. pouvez voir mon écran? C'est bon, Géraldine? Oui. OK. OK, merci bien. Et puis, pour cette étape, comme l'a bien mentionné Géraldine, donc à ce niveau, l'analyse devient beaucoup plus sectorielle. Donc, pour les conditions humanitaires, comme elle a mentionné là, ça comporte deux éléments qui sont vraiment importants, qui est l'estimation de la PIN et l'analyse de sévérité. Il y a plusieurs indicateurs qui sont utilisés pour faire l'analyse. Et en tout cas, là, on va essayer de voir c'est quoi l'analyse, comment l'analyse elle est faite. Donc, du coup, au niveau du GNC, nous avons développé pas mal d'outils et parmi lesquels il y a l'analyse des besoins en matière de nutrition. C'est un fichier Excel et qui est aussi accompagné d'un guide qui explique toutes les étapes, comment faire l'analyse et puis pour arriver à déterminer la population dans les besoins ainsi que la sévérité. Et la toute première étape, comme on peut le voir ici, c'est d'évaluer la disponibilité des données sur les indicateurs, indicateurs clés. Et à ce niveau, peut-être les collègues peuvent mettre un mute. Voilà. Donc, à ce niveau, il s'agit de savoir quelles sont les données spécifiques liées à la nutrition qui sont disponibles, qu'on peut utiliser. Ici, donc, on pourra se référer au registre des indicateurs, et puis ça, c'est dans l'outil du GNC. Et pour la deuxième étape, il s'agit de déterminer les scénarios pour l'analyse des besoins. Et à travers les guides, il y a trois étapes. Et dépendamment de la disponibilité des données, il y a la malnutrition aiguë supérieure à 5% si l'information est disponible. On peut utiliser le scénario 1 et 2. Et s'il n'y a pas de données disponibles, là, on peut utiliser le scénario 3 avec tous les détails qui sont dans le guide. Et à ce niveau, il faut juste sélectionner les scénarios. Et après la sélection de scénarios, on va maintenant sélectionner les indicateurs pour le classement de la sévérité. Et il y a quand même pas mal de pays qui ont déjà utilisé l'outil et ça permet justement d'avoir la sévérité d'une façon automatique. Donc là, la sévérité pour chaque zone administrative, dépendamment du contexte du pays. Et après, il faudra aussi convenir de ce qui est applicable. Donc, encore une fois, on va se référer à l'outil. Il y a des seuils comme les standards au niveau global, mais en tout cas, c'est toujours recommandé de revoir
et puis, en tout cas, voir ce qui est applicable dans les contextes du pays. En gros, c'est ça vraiment comme les étapes pour faire l'analyse. Et comme on peut voir ici, il y a l'outil, la capture ici, les fichiers Excel, avec les outils que nous allons parcourir dans quelques secondes. Maintenant, avant justement d'aller à l'outil, pour ce qui est des conditions humanitaires pour pour les indicateurs de sévérité, là, on parle du bien-être physique et mental. Et il y a les indicateurs qui sont proposés. Et donc, soit vraiment pour la malnutrition aiguë. Donc, il y a quand même les seuils qui sont proposés au niveau global. Et il y a d'autres indicateurs standards, indicateurs de risque de malnutrition qui sont aussi proposés. Et tout, en tout cas, les informations sont disponibles dans le fichier Excel que nous allons regarder ensemble. Peut-être on peut parler de l'arbre de décision avant de regarder l'outil. Ici, c'est l'arbre de décision pour analyser la sévérité. Et comme on peut le voir ici, quand on a la malnutrition aiguë globale des enfants de moins de 5 ans qui est supérieure ou égale à 5%, là, on va utiliser le scénario A et 2. Et de l'autre côté, si c'est moins de 5%, ça va être le scénario 3. Maintenant, pour le scénario A et 2, il y a deux possibilités. S'il y a l'analyse IPC de la malnutrition aiguë, si elle a été effectuée, maintenant, si elle n'a pas été effectuée, il y a quand même des orientations qui sont données pour évaluer la faisabilité de l'analyse IPC. Et ici, on peut, si ça a été effectué, donc là, c'est l'idéal. On va justement utiliser les pourcentages pour déterminer la sévérité. Maintenant, même ici, là où il n'y a pas vraiment, là où il y a la malnutrition aiguë globale est moins de 5%, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui sont proposés et auxquels on ajoute un indicateur dépendamment du contexte du pays. Ça peut être comme les mouvements des populations ou un autre indicateur justement pour arriver à déterminer la sévérité. Donc ça, c'est l'arbre de décision qui est aussi dans les guides, qui nous permet donc de prendre une décision, de déterminer les scénarios à partir duquel là, on peut déterminer la sévérité et après avoir la population dans les besoins. Maintenant, donc en gros, pour le scénario A et 2, comme je l'ai mentionné, idéalement, là où quand on a l'analyse de la malnutrition aiguë de l'IPC, là, on va classifier la sévérité en utilisant les taux de MAG qui est basé sur les rapports poids-taille, mais évidemment, suivant les seuils qui sont fournis. Mais si cette information n'est pas disponible, là, on peut utiliser la MAG qui est basée sur le périmètre branchial. Et à ce niveau, il est recommandé de donner une explication. Donc là, on va voir dans l'outil si on a utilisé les taux basés sur le PIB. Donc là, il faut avoir une explication qui accompagne les informations qu'on va mettre en place. Et pour chaque scénario, il y a l'analyse qualitative des facteurs contributifs qui détermine aussi, qui aide à déterminer la sévérité des besoins. Et pour ce qui est de la malnutrition aiguë globale, là où c'est moins de 5%, là, il y a la classification qui est basée sur les indicateurs, 10 indicateurs qui sont proposés. Et en tout cas, comme je l'ai mentionné, il y a un 11e indicateur qui est aussi facultatif, dépendamment du contexte du pays. Et pour les deux, il faut faire l'analyse qualitative. Ça permet justement de déterminer la sévérité. Pour ce qui est, en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment la capture d'écran du fichier Excel. Il y a les zones administratives qui sont fournies par OCHA. Et en tout cas, il est toujours recommandé d'harmoniser avec les données qui sont dans les pays.
Et surtout quand il faudra fournir les informations à OCHA, il faut vraiment qu'on utilise les mêmes unités administratives. Et à ce niveau, on n'a pas mentionné ces niveaux admin 1, 2 ou 3. Tout dépend du contexte du pays. Dans certains pays, on va faire l'analyse au niveau admin 1 ou au niveau admin 2. Donc, ça dépend de la nature du contexte, et même du contexte du pays. Et pour ce qui est même des zones administratives, peut-être ce n'est pas tous les pays. Donc là, il faudra voir vraiment les zones affectées. Donc les zones dans lesquelles vraiment on aimerait avoir la population dans les besoins. Il faudra aussi convenir du seuil qui est le plus approprié et qui est applicable dans les contextes du pays. Et en tout cas, l'outil va générer la sévérité automatiquement, mais à la fin, il y a toujours une recommandation d'utiliser le jugement d'expert, la connaissance du terrain pour faire les ajustements nécessaires. Avant de passer à l'autre partie concernant la population dans les besoins, je vais essayer de vous montrer comment, bon, pour ceux qui ne savent pas comment accéder ou avoir accès à l'outil, l'outil il est disponible en ligne. Donc, du coup, à partir du site du GNC, si vous partez aux ressources, et puis il y a IM Toolkit, là, il faut juste cliquer IM Toolkit. Et à partir de IM Toolkit, là, on descend, il y a le Nutrition Humanitarian Need Analysis Guidance. Donc là, si on clique ici, là, on peut télécharger directement l'outil. Ouais. Donc là, on peut avoir l'outil. Donc, on peut télécharger ici. Et il y a comme les directives dans différentes langues. Ici, c'est en anglais, il y a en français, il y a même en espagnol. Donc, on peut avoir non seulement les fichiers Excel, mais aussi les guides qui vont nous aider à comment utiliser l'outil. En tout cas, je vais juste un instant. Je suis parti ici à côté. Bref, c'est ça l'outil pour, en tout cas, certains pays commencent, ils ont déjà utilisé une ou deux fois. Il est comme ici, la première étape, c'est juste sélectionner la langue, soit vraiment anglais, français, dépendamment du pays. Là, on va sélectionner le français. Et une fois on sélectionne la langue, donc on voit toutes les informations qui sont en français. Peut-être aussi juste pour mentionner l'idée derrière cet outil. Dans différents pays, en tout cas, donc les équipes de coordination, ils utilisent, bon, même jusqu'à présent, certains utilisent plusieurs indicateurs différents. Et des fois même, il y a OCHA aussi qui va venir et puis va proposer un indicateur, dépendamment du contexte. Et en tout cas, c'est vraiment difficile d'avoir une analyse qui est standardisée. Raison pour laquelle au niveau du GNC, on a développé cet outil et ça puisse aider le pays, différents pays avec le scénario, comment on peut avoir un outil qui est standard et ça permet aussi de comparer sur différents pays parce qu'on va utiliser le même outil. Évidemment, ça demande aussi de contextualiser, comme on essaye de mettre ça dans le contexte du pays, mais quand même, c'est un outil là, en tout cas avec les feedbacks qu'on a, qui aide à générer avec les moins de ressources, même dans les contextes là où il n'y a pas de AMO, ils peuvent utiliser l'outil et puis générer la sévérité, la population dans les besoins automatiquement. Bref, on a sélectionné la langue, le français. Ici, la première page, ça part des instructions. Donc là, ça nous donne différentes instructions. Et puis la deuxième partie ici, il y a les registres des indicateurs. Et pour chaque indicateur, il y a la description, il y a l'unité de mesure, le dénominateur, numérateur. Donc là, c'est toutes les informations pour les différents indicateurs. Ça permet justement, quand vous utilisez les indicateurs, vous sachiez comment trouver la source d'information, comment aussi utiliser l'indicateur. Et l'autre page ici, la suivante, l'essai de classification pour les indicateurs clés. Et on peut voir pour chaque indicateur, là, on va mentionner c'est quel pilier comme le bien-être physique, mental ou conditions de vie.
Donc là, il y a aussi pour chaque indicateur, il y a l'échelle de sévérité est basée sur les phases IPC ou OCHA. Donc, si c'est phase 1 ou 5 acceptable ou catastrophique, donc là, on a l'information ici qui est vraiment disponible et puis développée au niveau global. Magda, je te coupe Pardon. une seconde. Pour les collègues qui sont en ligne, en fait, Magnad, il est obligé de vous présenter le tableau comme ça, général, pour que vous voyez tous les indicateurs, les phases, etc. Mais si vous voulez agrandir, en fait, vous pouvez le faire de votre côté. Vous pouvez cliquer, en fait, sur la table, sur l'espace de partager, projeté par Magnad, et ensuite, avec votre pavé tactile, vous agrandissez en écartant vos doigts, en fait. Donc Magna peut garder lui en fait un format petit et vous-même de votre côté vous pouvez l'agrandir. Voilà, désolé, merci. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je peux même faire comme ça. Ouais, et maintenant pour l'autre page qui est là, on évalue aussi, on va faire juste une petite analyse de fiabilité avec les données qui sont utilisées. Donc, ça permet aussi de voir c'est quoi vraiment la pertinence de la méthode, la fiabilité. Il y a aussi l'explication concernant la fiabilité dans les guides qui est disponible ici en ligne. Je vais aussi le télécharger. Donc là, ça va nous donner justement l'explication avec différents onglets qui sont dans le fichier Excel. OK. Maintenant, si je retourne ici. OK. Maintenant, pour l'autre page, c'est l'analyse de la composition de l'équipe. Dans certains pays, il y a des groupes de travail. Ça peut être pour les IM. Ouais, ça peut être pour les IM ou ça peut être un autre groupe ou la participation des autres clusters. Là, on peut justement indiquer les agences ou les clusters ou les secteurs qui contribuent à l'analyse de la sévérité ou la population dans les besoins. Et c'est aussi, c'est un outil là, on utilise ça comme documentation. Peut-être quand les membres de l'équipe vont se déplacer. Là, on peut toujours avoir accès à l'information, comment on a utilisé, comment on est parvenu à voir la sévérité ou le calcul de la population dans les besoins. Maintenant, dépendamment du contexte, du scénario, c'est scénario 2. Ici, on voit la sévérité qui va être comme générée automatiquement. Et là où il y a scénario, donc là où il y a la prévalence de la MAG, on a les taux, la disponibilité de l'information. Là, on va mettre ici. Il y a la phase de sévérité qui va être comme calculée automatiquement. Donc ici, je mets comme ici 12. Donc, on voit la phase qui va changer ici directement. Donc, du coup, on met les pourcentages ici. Mais si l'information ici n'est pas disponible, on va utiliser la prévalence de la MAC pour le PB. Et puis ici, c'est toujours recommandé de mettre la justification pourquoi on a utilisé cette information. Donc là, on a la classification vraiment qui est automatique. Maintenant, on a parlé aussi des facteurs contributifs. Soit vraiment ici pour le scénario 2, ça peut être quelque chose en lien avec WASH, la sécurité alimentaire, différents indicateurs. Si on ajoute ici, ça nous permet aussi d'avoir un impact et puis, sur la sévérité. Et comme en tout cas je l'ai dit, c'est un calcul avec Excel, mais pour dépendamment du contexte, il y a toujours moyen de faire des ajustements et puis avec les jugements d'experts comme recommandé par OCHA. Pour le troisième scénario, ici, donc il y a les 10 indicateurs. Ici, il y a aussi un autre indicateur qui est vraiment facultatif pour les pays. À partir de ces 10 indicateurs, on peut générer directement la sévérité ici. Donc là, on va mettre les calculs et puis ça va générer la sévérité et les phases automatiquement. Ça, c'est la première partie. Et puis, pour chaque scénario aussi, il y a les facteurs contributifs.
Donc là, soit vraiment pour la nutrition, WASH, la santé. Donc là, ça permet aussi d'avoir un impact sur la sévérité. Donc l'outil en soi, l'outil de GNC, en tout cas, ça nous permet d'avoir cette première partie qui est la sévérité. Et à partir de la sévérité, après cette étape, maintenant, on peut parler de la population dans les besoins. Justement, avant de montrer ici, je vais retourner sur les fichiers PowerPoint pour expliquer un peu l'estimation des personnes dans les besoins. Comme ça, je vais retourner sur les fichiers Excel. Il y a aussi différentes étapes qui sont proposées. Et je l'ai mentionné, la première EPI comme recommandé par OCHA aussi. Donc, c'est avoir identifié la zone géographique. Peut-être ce n'est pas tous les pays qui sont affectés. Donc, et puis à ce niveau, on va se référer à l'analyse intersectorielle des besoins. Et la deuxième là, c'est obtenir l'estimation de la population affectée. C'est toujours se référer à l'étape de l'analyse intersectorielle. Et ça, c'est en tout cas, c'est toujours recommandé d'avoir le même chiffre comme des OCHA, soit vraiment la même zone géographique ou l'estimation telle qu'est proposée par OCHA. Maintenant, après, quand on a toutes ces informations, là, on va utiliser maintenant la proportion de la population, ce qui est applicable à la nutrition. Donc, ici, on va se référer maintenant à la page que je vais vous montrer, population, qui est dans l'outil. Et après, ça va nous permettre de sélectionner les paquets de services de nutrition. Et à la fin, l'outil va générer donc là les chiffres d'une façon automatique. Donc là, je vais retourner sur l'outil juste pour vous montrer un peu. Ouais. Donc là, on a parlé du scénario. On connaît la sévérité, dépendamment du scénario 2 ou 3. Maintenant, pour comment générer maintenant la population dans les besoins. Donc, la première étape ici, vous voyez, là, on a les zones administratives, soit au niveau admin 2, à niveau admin 1 ou 3, dépendamment du contexte. Ça, il faut juste mettre ici. Et ça soit vraiment être la même chose comme la même liste qu'on a mis sur ici pour générer la sévérité. Et pour chaque zone administrative, il y a les données démographiques. Ça, c'est vraiment les données de la population du pays. Parce qu'à côté, il y a maintenant la proportion, les pourcentages pour les enfants de 0 à 59 mois, que ce soit vraiment les filles, les données qui sont désagrégées. Et non, si ça, la partie, c'est en tout cas, ça concerne les enfants. Et puis à côté, on a les femmes enceintes, femmes allaitantes. Ici, on peut aussi avoir les deux, ou si on va avoir l'information concernant les femmes enceintes seulement. On a aussi les personnes âgées, il y a les adolescents. Et puis ici, donc, il y a maintenant les pourcentages, les estimations qu'on va essayer. Donc, avec ça, à côté aussi, il y a les différentes informations, les estimations, les facteurs de correction d'incidence. Donc là, il faudra mettre ça à jour aussi, parce que ça va vraiment avoir un impact quand on va générer la population dans les besoins. Ça, c'est en tout cas les données démographiques. Après, ici, il y a maintenant les PIN. Là, ça va donc, ici, vous voyez comme il y a les formules. Une fois on a mis toutes ces informations ici, comme ici, je mets 7%. Donc, du coup, donc là, ça va apparaître directement. Donc, les calculs vont se générer directement, dépendamment de tout le pourcentage qu'on va mettre ici dans différents onglets. Bref, c'est ça, c'est à ce niveau. Maintenant, à côté, ici, il y a aussi la PIN pour Living Standard. Donc, ici, pour les conditions de vie. Donc là, ici aussi, c'est vraiment les calculs, là, c'est vraiment automatique. Hein? Une fois on a mis les pourcentages, ici au niveau des données démographiques, ici, donc là, ça va nous permettre de générer les chiffres ici automatiquement. De même ici, donc là, on va voir aussi pour la carence en micronutriments. Donc là, donc on va générer les chiffres automatiquement.
Et puis à la fin, il y a aussi les PIN totales. Maintenant, ici, donc au niveau global, on a quand même différents indicateurs pour le bien-être physique et mental, conditions de vie et carences en micronutriments. Mais ici, quand même, donc là, on laisse quand même, dépendamment du contexte des pays, là, vous allez définir le paquet d'intervention. Et puis, à partir de cela, on peut générer la population dans les besoins, soit pour les femmes, les hommes, les totales. Et à partir de ça, on peut maintenant fixer comme les cibles. En tout cas, et puis, encore une fois, ça vraiment dépend du contexte du pays pour générer, avoir les cibles. Donc, à partir de cet outil, on va avoir la sévérité des besoins par zone administrative. Et ça nous permet aussi d'avoir la population dans les besoins et voire même avoir les cibles qu'on peut générer automatiquement. Bref, ça, c'est juste la présentation de l'outil d'une façon générale. Je sais qu'il y a quand même pas mal de questions venant des collègues et les contextes sont différents. Et en tout cas, nous, s'il y a vraiment des questions particulières, vous aimeriez qu'on puisse en discuter davantage, voir comment contextualiser dans votre pays. Je pense que là, Géraldine va en parler avec les collègues qui sont disponibles, qu'on peut contacter en cas de besoin. Je sais qu'il y aura des questions, je vais m'arrêter par ici et à la fin, on pourra prendre des questions et puis apprendre davantage de votre expérience. Merci. Super, merci beaucoup Magnat, c'était très clair. Donc voilà, on vous a présenté l'outil qui a été développé par le GNC. Alors il peut paraître un peu effrayant parce qu'il est énorme, mais en fait, le mot-clé à retenir que Magna vous a dit, c'est que c'est un outil qui peut être utilisé avec très peu de ressources. C'est-à-dire que même une personne qui n'est pas gestionnaire de l'information peut l'utiliser et que, en gros, cet outil, il se repose sur des calculs automatiques et des calculs de sévérité basés sur les sévérités du GIAF, en fait. Donc, c'est quelque chose qui vous accélère le travail. Il y a toute une partie de rentrer les données dans la base de données, mais une fois que ça a été fait, ensuite, les phases de sévérité apparaissent d'elles-mêmes parce qu'elles sont préenregistrées et synchronisées avec les phases de sévérité du GIAF. Et ensuite, les calculs de PIN par indicateur sont automatiques aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un outil assez agile et qui permet de sauver beaucoup de temps et qui est assez clair d'utilisation. En plus, il y a le guide et c'est vrai qu'il y a les collègues au niveau du GNC qui peuvent aussi vous aider. Alors, gardez vos questions parce qu'on va avoir une bonne session de questions-réponses. Je vais juste finir la dernière partie de la présentation et après on va pouvoir parler tous ensemble si ça vous va. Les fameuses considérations transversales, justement parce que c'est un webinaire qui est déjà assez dense avec tout ce qu'on a vu depuis le début, on a choisi de ne pas aller en détail, mais par contre de vous rappeler que c'est vraiment extrêmement important de toujours mentionner la redevabilité envers les populations affectées et pas juste mettre ces mots-là, mais mettre des indications, des actions et des indicateurs concrets en fait dans votre HNO sectoriel. Également, prendre en compte des aspects de mitigation ou en tout cas pour éviter tout ce qui peut être exposition au risque et violence basée sur le genre. C'est vraiment important de montrer que les interventions que vous planifiez de faire en zone d'urgence vont protéger les femmes et les enfants en fait, et les plus vulnérables. Pensez aussi à mentionner le handicap et l'inclusion de ce handicap, de ces handicaps. C'est très difficile d'avoir des données sur le handicap. Les estimations globales, hein, que ce soit dans certains pays ou au niveau mondial, sont sous-évaluées. Et je sais que c'est une des informations les plus difficiles à avoir. Malgré tout, si vous n'arrivez pas à avoir l'information précise, au moins vous pouvez mettre une proportion de personnes. Et ensuite, vous pouvez faire en sorte que votre narratif prenne en compte certaines adaptations des programmes pour certains handicaps qu'il est possible de mettre en œuvre, en fait, vous voyez? Donc ça sera à vous de décrire certaines adaptations de vos programmes, en fonction.
La collaboration intersectorielle, c'est bien de le mentionner aussi, dans vos réponses sectorielles, que vous ne travaillez pas en silo. Donc, c'est des exemples assez concrets, hein, mais, et il y a beaucoup de pays qui le font déjà. Ciblage en commun des bénéficiaires, ciblage des zones. Bon, voilà, sortir du silo, hein, et tout ce qui est les aspects de réponse à travers la distribution de cash, d'espèces et de bons, de coupons. Donc voilà, ce sont les aspects qui sont vraiment importants de mettre en place et d'intégrer dans vos narratifs. Alors c'est pas la peine d'être trop long, hein, mais c'est vraiment, vraiment important qu'ils soient mentionnés. Pour vous assurer que vous avez, un HNO qui a suivi un petit peu toutes les étapes qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Vous avez une checklist qui a été développée, par le GNC pour justement vous assurer de la qualité. Donc vous pouvez la télécharger et ensuite la regarder rapidement et voir si vous remplissez toutes les cases, oui, non, moyen, et cetera. Vous pouvez, vous référer à cette checklist pour savoir si votre HNO, est dans le clou et dans les clous par rapport aux recommandations et aux attentes. Rapidement, un petit rappel du rôle et des responsabilités au sein d'un cluster ou d'un secteur entre les équipes de coordination et les partenaires. Pour garder ça en tête, c'est assez intéressant de mettre en place une équipe d'analyse ou confier à un groupe technique de travail, d'analyse et de gestion de l'information, l'analyse des besoins sectoriels. Heu, Parce que du coup, le groupe, cette équipe-là, va s'approprier les outils que vous développez ou que vous utilisez, si vous choisissez d'utiliser celui du GNC, et ça va être un travail conjoint avec plusieurs partenaires. Donc c'est toujours très intéressant de le faire en équipe et surtout ça permet, d'avoir une vision pour pouvoir collecter toute l'information secondaire qui existe. Parce qu'on sait qu'autour d'une table, chaque partenaire a une information propre qui dit: «Oui, cette information existe, je sais que ça c'est là», et cetera, et cetera. L'idéal, c'est de toujours garder, une espèce de glossaire où vous avez la liste des évaluations qui vous ont permis de faire l'analyse des besoins. Donc une liste pour ensuite, présenter cette analyse et dire, et pouvoir se référer à l'origine des données et avoir une transparence et une facilité d'explication pour démontrer votre analyse et vos conclusions. Toujours participer évidemment à l'analyse intercluster. Il y a beaucoup de sollicitations, qui viennent d'OCHA à ce moment-là et c'est vrai il faut y répondre. C'est très intense, mais c'est très important parce que, ça fait partie du travail de l'équipe de coordination et aussi pour la visibilité de la nutrition et de la problématique particulière des groupes vulnérables pour le secteur de la nutrition. Donc c'est important, même si c'est un moment très intense de répondre à toutes ces sollicitations. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est de garder bien en tête les différents piliers qu'on a vus aujourd'hui et de s'assurer que là où on met, un narratif, c'est au bon endroit et au bon moment. Comme ça évite des coupes franches, par, par manque de temps. C'est intéressant aussi de consulter le groupe de conseil stratégique à chaque étape de l'analyse des besoins. Parce que, par exemple, on vous propose un outil pour le GNC, mais vous avez vu, il y a certains indicateurs qu'on va avoir, qu'on va pas avoir, d'autres qu'on va vouloir ajouter. Il y a également cette analyse de la sévérité qui se fait au-delà de la nutrition pure avec les facteurs contributifs, de WASH, de santé, et cetera. Donc c'est toujours bien, d'obtenir le consensus et de vérifier, et de consulter, pardon, le groupe, de conseil stratégique, dans ces étapes-là. En ce qui concerne les partenaires du cluster, ils ont aussi évidemment, pas mal de responsabilités dans cet exercice qui, au-delà de fournir un projet avec des activités, et des budgets et des bénéficiaires, c'est aussi participer à la collecte de données secondaires, comme on disait tout à l'heure. Chacun
on a tous en nous, la connaissance d'une enquête, d'une évaluation, d'une information. Donc c'est important de la partager dans ces moments-là. Participer aussi aux, aux enquêtes multisectorielles, les MSNA qui se font de plus en plus. C'est assez intéressant, d'intégrer des indicateurs de nutrition et si il y a pas forcément une intégration, immédiate, en tout cas participer à ces enquêtes pour ensuite pouvoir extraire de l'information qui nous va nous aider, pour faire l'analyse des besoins de la nutrition. Toujours veiller à ce que les points de vue des personnes affectées soient recueillis. Donc ça, c'est vraiment intéressant de prendre le temps, de faire des réunions avec la population. On le dit à chaque fois, on est toujours un petit peu court en temps pour le faire, mais ça peut être vraiment intéressant de le mettre en place. Surtout, par exemple, dans les fameuses MSNA, où là, vous rencontrez beaucoup de bénéficiaires, variés, puisqu'en fonction du secteur, c'est pas tout à fait les mêmes populations cibles, donc ça peut être intéressant de se joindre à ça pour poser les questions à ce moment-là. S'assurer que les fameuses questions transversales qu'on a vues soient incluses dans l'analyse, donc les partenaires aussi doivent inclure ces questions transversales dans leur projet. Maintenant, bon, je sais pas quelle plateforme vous utilisez, mais je sais que désormais, il y a une plateforme qui est disponible avec OCHA, où il y a carrément les paragraphes que les partenaires doivent remplir sur ces questions-là, donc c'est un passage obligatoire. Mais s'assurer que ça soit quelque chose qui fasse sens avec le projet qui est proposé. C'est-à-dire que ne pas rester bateau ou général, quoi. Et heu, aussi recueillir les commentaires, des partenaires sur, les narratifs, les analyses, les chiffres, tout à chaque étape, en fait. Donc c'est un processus très consultatif, ça va très vite, c'est très dynamique, mais c'est très intéressant, quand les partenaires, nous donnent, des retours sur les narratifs et les indicateurs et les chiffres et les pins. Pour finir et pour rappel, le GNC offre du soutien individuel, en fait, pendant le processus des HNO-HRP à tous les pays qui sont demandeurs et on le fait en 3 langues différentes, enfin beaucoup plus, hein, mais en tout cas les anglais, français, espagnol. Donc les personnes points focaux pour le HNO, c'est Anthony et moi. Et pour toutes les questions intersectorielles, ça va être Rachel. Ensuite, si vous avez des questions spécifiques pour l'outil du GNC ou le calcul du PIN, et cetera, Anthony ou moi-même, on enverra la question, à Magnat ou à Shabib en fonction. Mais les personnes, les points d'entrée pour vous, si vous avez, besoin de soutien individuel pendant votre processus de HNO, HRP, c'est à travers Anthony, Rachel et moi-même. Pour rappel, enfin pour finir, les outils qu'on a mentionnés, donc ça c'est le toolkit de coordination où vous avez tous les outils et heu et tous les documents nécessaires à la bonne vie d'un cluster, donc c'est même bien au-delà du HNO-HRP. Vous avez ensuite le lien sur le package pour le HPC, donc là vous l'avez en anglais, français, espagnol également, où vous allez trouver le guide pas à pas du HNO qu'on a vu tout à l'heure avec les différentes étapes, les 10 étapes. Et ensuite, le dernier lien, c'est le lien vers l'outil du GNC que vous a présenté Magnat. Donc ça, c'est vraiment, les 3 liens clés. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le site du GIAF et ensuite, si vous avez le temps, vous avez également des formations en ligne de de haut niveau et ensuite plus approfondies. Donc voilà pour ce qui est le rappel. N'hésitez pas à nous contacter, on fait des retours assez rapides, hein, sur les documents. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà fait ça, l'exercice l'année dernière, donc c'est des retours assez rapides. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore désolée de l'effet scaphandre du Covid et donc si vous voulez, on peut passer, à une session de questions-réponses ouverte par rapport à tout ce qu'on a abordé aujourd'hui ensemble.
Est-ce que vous avez des questions ou des choses qui n'étaient pas claires? Est-ce que vous voulez 5 minutes de plus sur l'outil du GNC? Allez-y, n'hésitez pas, hein. Oui, Khalil, en avant, vas-y. Bonjour Géraldine, bonjour Magna, bonjour collègues. Khalil, depuis Haïti, vous avez l'habitude d'entendre Khalil depuis Kinshasa, mais c'est depuis Haïti et Port-au-Prince. Non, je crois que simplement deux petites observations, Géraldine. La première, c'est par rapport à ce que tu disais en dernier. Les questions par rapport à la dernière slide, enfin l'avant-dernière slide, les rôles et les responsabilités, mais en même temps, comment ceci s'intègre avec le respect de de l'analyse assurance qualité des HNO. Qu'est-ce que je veux dire plus concrètement? Très souvent, quand on regarde le chronogramme, tel que vous l'avez dit au début, et comme tel que c'est décliné dans les pays, il est assez difficile parfois de pouvoir s'assurer que toutes les étapes pour assurer une certaine une qualité, soit notamment les consultations avec les autres acteurs, notamment les autres secteurs, notamment le travail de validation, enfin validation en tout cas de l'analyse de la SAG pour les pays qui en ont bien entendu, où il y a des clusters et tout. C'est assez difficile. Donc, je voudrais juste savoir par rapport à cela, concrètement, qu'est-ce que c'est bien c'est une chose est de dire on doit faire toutes ces étapes d'assurance de qualité. Une autre chose est de dire comment on arrive à le faire dans le concret au regard des différents chronogrammes qui sont souvent assez serrés. Je ne sais pas s'il y a des indications assez claires ou des exemples de pays où, malgré le chronogramme parfois serré, on est arrivé à assurer toutes ces étapes-là de rôle et responsabilité, d'implication notamment des autres, notamment les acteurs sur terrain, la SAG et tout ça, et les autres acteurs des autres secteurs. Ça, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est en lien avec l'outil que Magna a présenté, qui permet de deux choses. Un objectif, c'est de déterminer la sévérité des besoins, mais en même temps le nombre de personnes dans le besoin. J'ai vu qu'il y a les scénarios en ce qui concerne soit la prévalence est supérieure ou égale à 5, soit la prévalence est inférieure à 5% de la MAG, bien entendu. Si on est dans un pays où on a des prévalences désagrégées par district sanitaire ou par département ou par région ou par province, enfin, ça dépend de comment les pays les appellent. Est-ce que ça voudra dire qu'on va appliquer différents scénarios selon ces données ou alors c'est la donnée de quelle dépend les scénarios, c'est la donnée globale, enfin la prévalence globale, nationale, je veux dire. Ça, c'est une question pour Magna, certainement. La dernière, et après je peux peut-être arrêter, c'est les pays qui ont déjà utilisé l'outil de la définition de la sévérité des besoins et du calcul de PIN, pour lesquels, probablement, et comme ils le font chaque année, il y a certainement, il peut arriver que les données n'ont pas forcément changé parce qu'il n'y a pas d'enquête récente qui a été faite. Bien sûr, il y a des facteurs contributifs qui peuvent avoir changé, mais après, les données sur la prévalence peuvent ne pas avoir été changées. Dans ce cas-là, quels sont les compartiments de l'outil qui doivent être spécifiquement revus de manière à ne pas revenir sur l'ensemble de l'outil pour pouvoir définir la sévérité et le nombre de personnes dans le besoin?
Merci. Merci Khalil. Très bonne question, les 3. Les consultations des partenaires au pas de course, dans toutes les étapes, oui, c'est très difficile. Dans l'époque du HNO, je pense qu'il faut rajouter des réunions. Alors il faut les raccourcir, mais par contre, sans doute augmenter un petit peu la fréquence. Je pense que c'est le plus simple et essayer de concerter au maximum les partenaires pour tout ce qui est, sélection des indicateurs, sévérité, calcul des PIN et cetera. Donc le conseil, c'est si c'est faisable, mais il faut passer sur des réunions plus fréquentes et plus courtes sur, OK, on se met d'accord, on va faire ça avec ça, ça et ça. OK, très bien, on y va et on avance. Donc ça, c'est vraiment le conseil, appliqué dans plusieurs pays qui a marché. Toutes les étapes sont pas possibles en concertation. Après, ce qui marche très bien, c'est, par exemple, écrire un brouillon de narratif et le mettre en ligne et dire: vous avez 35 heures ou 38 ou 24 pour mettre vos inputs en ligne et partager le lien et en fait, là, les partenaires, ils y vont dès qu'ils ont 5 minutes, ils regardent vite le paragraphe parce qu'à la fin, sincèrement, les narratifs, que ce soit intersectoriel alors intersectoriel, on n'a pas le droit de partager avec les partenaires, hein, normalement, mais le sectoriel, oui et c'est pas très long donc en fait, les gens, ils aiment j'ai l'impression qu'ils apprécient d'avoir le paragraphe en ligne et de faire leurs inputs quand ils ont le temps. Donc voilà, ça serait les 2 conseils, pratico-pratiques. Une partie, accélération des réunions en temps plus court et très, et très concrète et ensuite la mise en ligne de tous les paragraphes ou de tous les narratifs pendant, un certain nombre d'heures et les partenaires le regardent quand ils peuvent. Donc ça serait pour la première question. Pour l'outil du GNC, pour la deuxième, je peux laisser Magnat répondre et d'ailleurs pour la troisième aussi. Si tu Ouais, veux Magnat, vas-y. ouais, je peux répondre et puis tu peux aussi ajouter ou faire des commentaires. Et puis pour les choix, deuxième question, le choix du scénario. Et si on va utiliser la prévalence nationale, bon, tout dépend du contexte, mais a priori, là, je dirais oui. Donc, c'est elle qui nous permet justement de déterminer le scénario qu'on va utiliser. Et en tout cas, là, Géraldine, toi, tu pourras aussi ajouter. Maintenant, pour la troisième question, s'il n'y a pas eu de changement, les données n'ont pas beaucoup changé. Bon, peut-être la donnée de population a changé. Là, ça peut être comme un élément qu'on peut mettre à jour, les données démographiques, et puis aussi valider les pourcentages suivant les groupes de population. Mais avec l'outil comme il est, je peux dire, il n'y a pas longtemps que l'outil a été lancé, il est toujours recommandé à chaque année d'utiliser la dernière version de l'outil qui est en ligne. Évidemment, même si les informations n'ont pas beaucoup changé, mais comme l'outil, moi, je dirais quand même, c'est pas vraiment difficile d'utiliser. Ça va être du copier-coller de l'ancien format vers le nouveau format. Et puis, ça va juste les données population qu'on va transférer de l'ancienne version vers le nouveau format. Donc, il est toujours recommandé d'utiliser la dernière version en ligne et de valider les données démographiques. Beaucoup plus pour les données démographiques, je pense que ça change souvent. Et des fois même la zone géographique, dépendamment des orientations des OCHA, comme en Haïti par exemple. Peut-être le focus sera sur les sites. L'année passée, c'était sur les sites là où il y avait eu les séismes, mais beaucoup plus les 3 départements du Sud. Mais peut-être cette année, ça va changer avec les centres là où il y a beaucoup plus euh, d'incidents autour de Port-au-Prince, la capitale. Donc, peut-être là, ça va changer, on va ajouter d'autres départements. Donc, les pourcentages, la prévalence ne peut ou peut juste changer un peu, mais il faut toujours valider, surtout beaucoup plus avec les orientations de OCHA, avec la couverture, avec les chiffres démographiques. Merci. Oui, voilà et ce qui s'est passé dans le cas d'un pays aussi, c'est, que par exemple, les grosses enquêtes nutritionnelles, effectivement, il y a pas eu de nouvelles enquêtes. Par contre, il y a eu des évaluations assez intéressantes dans certaines municipalités ou dans certains districts
entre l'année passée et maintenant. Et donc, avec vous, le groupe, vous pouvez décider, en fait, de changer une des données, de mettre plutôt les résultats de l'évaluation pour un certain district, parce qu'elle est plus représentative, vous pensez, de la situation actuelle, plutôt que les résultats de l'enquête qui peuvent avoir 3, 4, 5 ans, en fait. Enfin, normalement, bon, WhatsApp demande à ce que les données soient plus récentes que ça, mais bon, ça peut arriver qu'on ait que de la vieille information. Donc voilà, le truc, c'est que, comme disait Magnad, c'est toujours bien de voir les dernières mises à jour, mettre à jour la population et certains indicateurs où il peut y avoir des évaluations dans certains districts au cours de l'année. Voilà. Oui. Ouais. Et puis peut-être juste ajouter rapidement, il y a aussi les jugements d'experts, hein, parce que là, l'outil, c'est un outil Excel. Donc, il y a les résultats automatiques, mais pour certains départements, zones administratives, il est toujours recommandé de partager avec les membres de la coordination. Peut-être les résultats que ça me donne pour une telle province, ce n'est pas ce qui reflète la réalité. Donc là, on peut faire les ajustements suivant les jugements d'experts aussi. C'est toujours recommandé à la fin pour finaliser. Ouais, exactement. Et après, évidemment, la dernière étape de cet outil, qui est l'étape ultime, c'est qu'il vous permet aussi de faire une analyse des sévérités intersectorielles. Il vous permet de augmenter ou pas le niveau de sévérité d'une zone en regardant les facteurs contributifs. Et donc ça, ces facteurs contributifs de WASH, santé, sécurité alimentaire, eux vont changer tous les ans, en général. Donc il y a ça aussi à mettre à jour. Il y a Ousmane et ensuite Perrine pour les questions. Oui, Oui, Ousmane, Ousmane on t'entend. Drago du Burkina Faso. J'avais quelques commentaires plus quelques questions. Alors, au niveau du Burkina, nous avons déjà utilisé l'outil qui est très intéressant. Et cet outil, effectivement, permet de générer automatiquement les PIN, puis un certain nombre de données. Mais ce dont on a besoin parfois sur l'outil, c'est vraiment de le paramétrer et avec donc des valeurs contextualisées au niveau local en fonction de la proportion d'un certain nombre de tranches d'âge dans la population. Et donc, cela m'amène à poser une question parce que sur les tranches d'âge en ce qui concerne l'alimentation, la cible pour l'ange, les femmes enceintes et allaitantes. Alors, je sais que dans l'outil, les versions qu'on avait utilisées, c'était de 0 à 6 mois. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes jusqu'à 6 mois. Est-ce que il y a eu des évolutions pour prendre en compte donc la cible totale de l'ange? Parce que le plan ange au niveau du Burkina cible donc aussi bien les femmes enceintes que les femmes allaitantes jusqu'à 23 mois. Donc, on a une certaine proportion de 6 à 23 mois qui n'était pas inclus dans les premiers drafts de l'outil. Je ne sais pas si il y a eu des changements à ce niveau. Et puis, j'ai vu également les cibles par rapport à la vitamine A. Là, c'est des difficultés qu'on a parfois dans l'intercluster lorsqu'il s'agit de définir une PIN globale, de pouvoir donc accepter parfois, les discussions sont parfois difficiles pour pouvoir accepter les cibles ou les PIN qui concernent donc l'ange et puis aussi sur les questions de vitamine A qui sont parfois des cibles plus élevées par rapport donc à la prise en charge de la malnutrition. Voilà. Donc, concernant la vitamine A, sur l'expérience des autres pays, est-ce qu'ils arrivent donc à ajouter la C-vitamine A, les 6,59 mois dans les cibles et dans les PIN? Ou bien les autres pays aussi ont du mal à ce que dans les discussions au niveau de l'intercluster, ces questions donc sur un certain nombre d'interventions comme la vitamine A et sur l'angle soient acceptées. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Claude est en ligne et connaît bien la problématique du Burkina. Peut-être qu'il pourrait en rajouter quelques points. Merci.
Très bonne question aussi, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas que le Burkina qui a été confronté à ce cas de figure. Magnat, si tu veux, je peux compléter ou comme tu préfères, tu peux répondre et je complète. Peut-être je peux juste commenter la dernière question Mhm. concernant les cibles ou PIN globales. En tout cas, des fois, là, c'est difficile pour les pays de boire la vitamine A, comme les chiffres là, comme inclure ça comme PIN global. Je vais juste donner un exemple du Tchad, peut-être Aristide pourra me donner un commentaire là-dessus. Je parle pour certains pays, ils vont prendre juste les enfants 0 à 59 mois, MAM et MAS, et puis à cela, on va ajouter sensibilisation concernant l'ange. C'est vrai, quand on va faire les analyses ou même avec le développement des projets, on va prendre en compte d'autres indicateurs comme vitamine A. Mais sauf que des fois, si on met ça comme dans la PIN globale, là, ça peut nous donner comme si on a une grande population, euh, un chiffre là très important qui est dans les besoins nutritionnels. Et puis, des fois, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Oui, dans la PIN globale, on va prendre juste certains indicateurs dépendamment du contexte, mais quand on va considérer les activités ou dans le développement des projets, on va considérer même la vitamine A et d'autres indicateurs. Je peux compléter ou d'autres collègues peuvent aussi partager l'expérience de leur pays. Merci. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu sensible parce qu'effectivement, la vitamine A peut gonfler les chiffres. Et c'est vrai que souvent, du coup, on priorise, comme le dit Magnat, plutôt la malnutrition aiguë globale et en disant ben, la vitamine A, c'est des gros chiffres, mais il y a une grosse partie de ces gens, de ces bénéficiaires, pardon, qui vont être pris en charge par des programmes de routine qui ne sont pas une réponse pure urgence. Donc, du coup, c'est comme, voilà, on arrive à négocier ça au niveau des clusters en faisant la bascule entre la pure urgence et la routine. Et la vitamine A, normalement, dans les pays, il y a quand même une partie routine sur ces programmes. Pour les femmes enceintes et allaitantes, enfin pour les femmes allaitantes jusqu'à 2 ans, alors l'outil peut vous aider, oui et non, mais d'une manière indirecte. Pour l'instant, effectivement, il va calculer les besoins des femmes enceintes anémiées, je crois, il me semble, et des bébés de 0 à 6 mois. Et là où vous allez trouver les femmes allaitantes jusqu'à 2 ans, c'est dans les caretakers, dans les accompagnants, au niveau des autres indicateurs de l'ange, en fait. Donc dans les enfants qui ont besoin, de soutien dans la diversification alimentaire et cetera, de 6 à 23 mois. Donc en gros, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas complètement faux. Là, vous allez avoir un pin d'enfants et vous assumez qu'un enfant égale une maman allaitante. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas complètement faux et ça peut aider pour, pour cette partie-là. Alors, je vois qu'il y a Claude du Burkina. Perrine, on t'oublie pas, hein, mais comme Claude est du Burkina, peut-être que tu veux réagir sur notre discussion avec Ousmane, Claude, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah En ben fait, voilà, vas-y. merci beaucoup. En fait, la question, tout récemment, comme il y avait les directeurs, disons, qui étaient là, Victor Aguayo était là avec notre conseiller régional, disons, Siméon, lors de la réunion du cluster à laquelle ils ont pris part, la question a été soulevée. Et je l'avais soulevé pour voir quel était leur avis par rapport disons, à l'intégration de la vitamine A dans le calcul de PIN. Ils avaient fortement encouragé cela, mais aussi ils ont épinglé ce que vous venez de dire en termes de l'acceptation par disons, OCHA et puis les autres qui décident sur maintenant le PIN global, voire vitamine A qui déborde. Mais par rapport à ça, moi, je réfléchis et c'est ma réflexion que je vais partager avec vous, d'autant plus que nous disons, nous voulons prendre la vitamine A pour voir parce que vraiment les zones à défi sécuritaire, là où il y a beaucoup de problèmes d'accès aux soins, avec des taux de malnutrition aigus sévères beaucoup plus aigus
beaucoup plus élevé, ces enfants sont aussi exposés à des infections. Et à ce moment-là, peut-être nous pouvons circonscrire les besoins pour éviter de prendre les besoins qui peuvent être dans la routine par rapport aux besoins dans les zones prioritaires humanitaires, que nous puissions vraiment circonscrire les besoins que dans les zones qui sont beaucoup plus affectées et dans lesquelles on pense que de manière systématique, suivre la vitamine, disons la supplémentation pourrait améliorer, disons, la résistance aux infections pour les enfants. Et encore une fois, comme Victor a dit, ça ne coûte pas cher. Donc, même si on les mettrait, ça ne va pas vraiment impacter sur le budget, disons, global quand on va le calculer. Voilà un peu, je ne sais pas si à partir de ça, vous pouvez nous orienter. Mais nous pensions peut-être le circonscrire pour ne pas vraiment avoir un chiffre monstrueux, mais ne serait-ce que dans les zones les plus affectées, avec beaucoup plus de besoins, où nous pensons mettre un paquet complet d'activités de la nutrition en urgence, quoi. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Merci. C'est vrai que c'est une bonne logique. Après, on va pas vous répondre aujourd'hui oui ou non, mais par contre, pour tous les présents dans cet appel, oui, c'est ça l'idée, c'est la concertation et le bon sens en fait. Il faut pas avoir un numéro qui explose et un budget qui explose uniquement sur la vitamine A, mais il faut pas non plus le laisser de côté. Il faut prendre en compte les zones affectées, la routine, etc. Donc oui, la direction que vous prenez, c'est effectivement la plus logique et donc encourager pardon, ce type de concertation-là entre partenaires, voilà, comme on disait. Ça prend du temps, mais n'empêche que la solution est toujours dans le groupe. Donc c'est vraiment intéressant de se concerter et de se mettre d'accord sur quel indicateur ou comment pondérer après les numéros entre indicateurs. Oui. Perrine, à toi. Et ensuite, je crois qu'il y a Oui, Ousmane. merci. Je pense que Ousmane a déjà parlé. C'est un peu lié à la question précédente. Moi, je voulais voir un petit peu quel lien vous encouragez ou quelles sont les réflexions qui ont été faites aussi sur l'utilisation de ces outils par rapport à d'autres outils qui peuvent exister au niveau, par exemple, des bureaux régionaux sur le calcul des burdens nationaux ou au niveau des pays sur ces calculs-là. Je sais que c'était une conversation qui était en cours à un moment. Et donc, est-ce qu'il est possible au niveau aussi du cluster et du Global Nutrition Cluster d'essayer de continuer à discuter avec ces différents groupes pour s'assurer en fait que quand on fait les calculs au niveau des clusters, on n'a pas par exemple des chiffres qui sont différents des calculs que peut faire UNICEF directement avec leurs outils de calcul des burdens au niveau national. Des fois, c'est des questions de population de base ou de découpage géographique qui font ces modifications. Et je pense que ça serait un peu plus clair. Donc, juste savoir s'il y avait une discussion qui avait continué là-dessus. Et deuxième petite question, parce que le premier scénario, donc, c'est d'utiliser l'IPC malnutrition aiguë en priorité. Est-ce que vous avez pareil des conseils et des façons de faire sur justement l'utilisation de l'IPC? Alors sur les niveaux de sévérité, je pense que c'est des choses qui sont faites en commun, mais sur par exemple les calculs des besoins, des PIN, etc., comme justement on n'utilise pas forcément toujours les mêmes chiffres ou les mêmes composantes pour calculer les PIN, est-ce qu'il y a déjà des exemples qui ont été faits dans certains pays sur l'utilisation de cette IPC et quelles sont les étapes qui restent à faire au niveau d'un cluster après que cette IPC malnutrition aiguë ait eu lieu? Voilà, merci. Merci Perrine. Donc je vais répondre très rapidement sur la première question et peut-être laisser Magnat compléter et répondre pour la deuxième parce que moi comme je viens d'intégrer le GNC, je n'ai pas le recul sur les pays qui ont déjà utilisé l'outil et avec un IPC. Donc au niveau des différents outils pour calculer le PIN, Magnat, il faut que tu me complètes. Mais oui, je pense que les discussions sont toujours en cours. La coordination avec les bureaux régionaux, en tout cas, est constante.
il y a, normalement, ils se sont toujours inclus dans les discussions et dans les échanges. Maintenant, il y a deux choses différentes. Par exemple, l'outil du GNC, il est basé sur le GIAF avec les sévérités, les indicateurs nutrition et tout ça. Est-ce que les autres outils des bureaux régionaux ou pays sont également basés sur ça? Ça peut jouer sur la différence. Après, il y a aussi une question de version, c'est-à-dire que par exemple, là, on est sur une version assez récente. Est-ce que les autres outils sont aussi récents? Et après, il y a la fameuse question de qu'est-ce que l'UNICEF, par exemple, hein, je prends l'UNICEF, couvre sur l'année, est-ce qu'ils vont au-delà du HRP? Parce que là, on est vraiment en train de parler d'un outil HRP. Et il y a d'autres programmes avec d'autres caseloads aussi qui peuvent être aussi pris en compte en parallèle par les bureaux pays. Donc il y a tout ça à mettre dans la balance. Et en tout cas, oui, les bureaux régionaux sont inclus dans les discussions. Je te passe le relais, Magna, si tu veux compléter, s'il te plaît. Ah, oui, en tout cas, je pense que c'est une bonne question. Je pense, bon, jusqu'à date, là, c'est des discussions en cours. Même l'outil, là, il y a quand même, bon, il n'y a pas longtemps, ça a été lancé, mais il y a toujours comme des améliorations qui sont faites. Mais on essaie justement d'avoir comme les bureaux régionaux et les pays, justement, de faire partie du processus, d'avoir les feedbacks. Et des fois, dans les pays, bon, des fois, c'est difficile. Euh, Quand il y a euh, avec l'étape de HNO, HRP, des fois, dans certains pays, on va trouver UNICEF qui va faire la planification même avant que le processus HNO ou HRP prenne fin. Des fois, même harmoniser les outils qui sont utilisés par à part les clusters UNICEF, des fois, c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais quand même, il y a des discussions qui sont en cours. On essaie de voir comment on peut harmoniser et avoir quelque chose là qui peut servir non seulement les clusters, mais aussi les autres partenaires. Et pour l'autre question, bon, jusqu'à date, je pas vraiment tous tous les éléments, tous les détails, voir l'expérience des pays, comment ils ont utilisé. Mais on est à ce niveau-là, on est en train de collecter les expériences sur l'utilisation de l'outil. Et pour certains pays, ça va être comme la deuxième ou troisième fois qu'ils utilisent l'outil. Donc là, dans les prochaines semaines, à la fin du processus, on sera capable justement de collecter, mettre ensemble les expériences du pays et de comparer l'expérience de l'année passée à l'autre année et puis avec l'année en cours. Donc, bon, là, je prends bonne note. On va y discuter avec Anthony, voir s'il y a quand même des choses intéressantes à partager aussi avec les pays, on pourra les faire. Merci. Merci, Magnat. On peut prendre encore une question avant de conclure. Oui, Khalil? Non, Géraldine, ce n'est pas une question. C'est juste contribuer à la discussion initiée par Perrine tout à l'heure. Hein. Oui. Préciser, bon, je ne suis plus en RDC, mais je sais qu'il y a eu une expérience l'année dernière en ce qui concerne la RDC où effectivement cette question s'était posée, comment les deux outils communiquent de manière harmonieuse et qu'on n'ait pas deux choses qui donnent des chiffres différents. Nous savons quand même que celui-là, il est quelque chose qui donne une idée. Vous l'avez dit tout à l'heure sur les zones. Il y a une priorisation géographique qui est faite à ce qui concerne le PIN pour le HRP, alors que pour ce on avait fait pour le bureau régional, enfin, on avait fait pour le calcul du burden pour le bureau régional, c'était le calcul de l'ensemble des besoins dans le pays, y compris les zones prioritaires ou les zones non prioritaires pour le HRP. Et donc, nous, on est arrivé même à avoir un concept qu'on appelait PIN priorisé et non priorisé, en effet. On avait un autre outil qui nous permettait d'avoir les deux en même temps dans le même outil. Et je crois que c'est peut-être bien à un moment donné, bon, je ne sais pas si les collègues de la RDC sont là, mais en tout cas, si c'est nécessaire de pouvoir partager un peu cette expérience de façon détaillée. Au revoir. Ah oui, super. Oui, oui, très bien. Ben, Perrine, si tu veux, si c'est intéressant pour vous, tu peux rentrer en contact directement avec Alil parce que du coup, il est, comme il a un mail UNICEF, tu peux le trouver.
effectivement, Oui, c'est puis on intéressant. se connaît avec Khalil, donc ça va aller. Ah, ben voilà, ben super alors. Génial, Mhm. impeccable. Très bien. Oui, c'est pour ça qu'on a voulu vous laisser du temps pour échanger, parce que c'est toujours très intéressant d'écouter les expériences des différents pays. On peut prendre une dernière question qui pourrait durer 3 minutes et ensuite on peut clôturer le webinaire. Est-ce qu'on a une question supplémentaire? J'ai vu que Khalil, tu avais envoyé une information où tu disais que effectivement sans IMO, tu aurais besoin de soutien. C'est bien noté, ça marche. On va rentrer en contact avec toi pour ça. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Bon, ben écoutez, on peut conclure et on peut vous libérer parce que vous avez des agendas, je pense, extrêmement chargés. Merci beaucoup pour votre présence au webinaire. Merci beaucoup pour ce super échange hyper constructif. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Anténé, moi, et ensuite on ventilera vos questions aux experts. Et on est là pour vous soutenir dans chaque étape. Et si vous avez besoin par rapport à l'outil du GNC, n'hésitez pas. Voilà. Bon courage pour vos HNO HRP. Et on est en contact ces jours-ci. Faites bien attention à vous, parce que le Covid traîne. On le voit bien. Aïe, aïe, aïe. On l'entend surtout, ouais. Merci Oh là là. beaucoup. Merci. Allez. Catastrophe. Bye bye. Merci. Merci, au Meilleure revoir. santé à tous. Merci à tous. Oui, merci Merci beaucoup à beaucoup. tous. Au revoir. Merci, merci à tous. Merci, Geraldine. Bye. Merci.